Je passe la parole à Véronique Gaffour et il y a Audrey Giuliani Montagar, dont le tuteur Angélique Nonz est là avec nous. Bonjour à tous, nous allons vous présenter donc les résultats de notre travail d'inventaire réalisé sur le canton de San Martino di Lota et sur la commune du même nom. Je vais passer la parole dans un premier temps à Véronique qui va vous présenter donc le canton et la commune et je reviendrai dans un deuxième temps pour parler d'architecture. Bien, donc le canton de San Martino di Lota est situé sur la façade orientale du Cap Corse. Cette circonscription s'étend s'étend des lignes de crête qui le séparent de Farinol, d'Olmette du Cap Corse et de Patrimoine jusqu'au rivage méditerranéen. Le canton regroupe 3 communes, Ville di Pietrabugno qui est la commune limitrophe Bastia, San Martino di Lota, donc que nous étudierons, et Santa Maria di Lota, qui est la plus au nord. La superficie de ce canton est donc de 30 km² et il a une démographie de 7 992 habitants qui n'a cessé d'augmenter de par sa proximité avec Bastia. Bien, le canton est un canton au riche passé historique, économique et religieux. Nous avons ces 3 tours qui sont situées sur le littoral, tours du XVIe siècle, et qui servaient à défendre les populations des villages de montagne. Toujours sur le littoral, les anciens entrepôts qui témoignent d'une activité maritime avec les autres marines du Cap Corse, également avec l'Italie. Le canton était réputé pour son huile d'olive, pour son vin, et on notera que sur la commune de Ville di Pietrabugno, c'était une commune qui avait une vocation maraîchère, et jusque dans les années 1970, cette commune approvisionnait tous les marchés de la région bastiaise. Toujours sur cette commune, on avait aussi les nivères et les glacières, donc pour le stockage de la glace jusqu'à la période estivale. Le canton aussi, sur ce canton, on parle aussi d'une grande ferveur religieuse. On a d'ailleurs de nombreuses et importantes églises. Dans chaque hameau, il y a des chapelles, 2 couvents, dont ici le couvent des Capucins du XVIIe siècle, qui est aujourd'hui le château Caninach, et un deuxième couvent situé plus au nord, qui est le couvent Saint-Hyacinthe. Également de nombreuses chapelles funéraires de grandes familles. Ce sont des chapelles qui sont remarquables de par leur décor. Et toujours sur ce canton, par rapport à l'architecture, on notera de grandes et d'importantes maisons de villégiature et des maisons dites d'Américains. La suivante, s'il vous plaît. Bien. Maintenant, la commune. Donc, la commune de San Martino di Lota, elle compte 11 hameaux. 3 hameaux situés sur le littoral et 8 hameaux de montagne. Sa superficie est de 9 km² et environ 2764 habitants au dernier recensement de 2010. Nous avons choisi d'étudier cette commune pour sa diversité et la richesse de son patrimoine bâti, et ce qui a conduit à une étude de 88 édifices et 55 maisons repérées. Suivante, s'il vous plaît. Bien, on va, en ce qui concerne l'urbanisation de cette commune, on prendra ici l'exemple de Pietraner. On peut voir sur le plan terrier, on a seulement des entrepôts. Le cadastre napoléonien, lui, atteste des débuts du développement du village. Et aujourd'hui, on a un plan parcellaire complètement saturé. À l'inverse, le hameau de Molle, où sur le cadastre napoléonien, on peut y voir un habitat au XIXe siècle donc, qui est dense, et sur un cadastre actuel, on constate qu'il n'y a quasiment plus d'habitation, les maisons étant en ruine ou détruites. Voilà. Ainsi, on peut changer. Cette opposition entre les hameaux de montagne, gardiens des traditions, et les hameaux du littoral, qui sont plus récents, s'illustre très clairement à travers l'architecture. Ici, nous avons donc au niveau de l'architecture religieuse, donc pour le hameau de Aqualt, au hameau de montagne,
la confrérie Santa Croce, qui date du XIVe siècle, et l'église Saint-Martine. L'église Saint-Martine est située sur l'emplacement d'un ancien fortin et d'une chapelle du XIIIe siècle. 2 phases de travaux essentielles pour cette église, avec entre 1749 et 1760 ce qui concerne le bâti général, et une deuxième phase de travaux au XIXe siècle pour tout ce qui concerne le décor intérieur. Donc nous avons en fait une église qui est bâtie à peu près sur 1 siècle et demi. Sa façade est assez monumentale. L'élévation antérieure donc, est de style néoclassique, avec des pilastres, de doubles pilastres de part et d'autre, surmontés de chapiteaux toscans, un entablement et un fronton mouluré très important. Pour le hameau du littoral, le hameau principal, Pietranera, nous sommes dans un tout autre contexte. En effet, au milieu du XIXe siècle, le village est en pleine expansion économique et démographique. Toutefois, il n'a toujours pas d'église. Ainsi, une souscription est lancée et c'est très rapidement que la population répond à cette souscription. Et en l'espace de 2 ans, l'église peut être construite et inaugurée. Nous avons donc un bâtiment beaucoup plus simple, avec une taille beaucoup plus réduite. Le décor est beaucoup moins travaillé. Passons maintenant donc à tout ce qui concerne les maisons et le patrimoine bâti. Donc les hameaux de montagne, là aussi, sont caractérisés par un habitat très ancien. Nous avons pour le hameau d'Annette, par exemple, une maison d'habitation du XVIe siècle, avec des linteaux monolithes cintrés, des linteaux donc toujours monolithes qui attestent certainement la présence d'une ancienne fenêtre géminée, des niches à pot de chambre, notant la présence également de pierres d'évier en débord de façade, de pierres de cheminée et de potences qui attestent la présence d'un toit-terrasse. Pour le hameau d'Oratoge, nous avons voulu vous présenter une maison forte du XVIIe siècle avec un très beau chaînage d'angles, des trous de boulins, des niches à pot de chambre de part et d'autre des fenêtres et des ouvertures justement qui ont été remaniées au fil du temps, mais qui sont quand même toujours de petite taille. Pour le hameau de Castagnette, nous présentons ici une maison et un four à pain qui est directement inséré à la maison. Et c'est un des rares exemples que nous avons sur la commune. Il date du XVIIIe siècle. Sur le hameau du littoral, là, donc, nous avons une toute autre architecture. Nous avons certes les entrepôts du XVIIIe siècle qui ont été remaniés jusqu'à nos jours pour devenir des maisons d'habitation. Et ces anciens entrepôts se caractérisent par un toit à long pan, généralement un perron sur voûte, puisque l'étage de soubassement était un lieu de stockage. Les maisons de villégiature ont, elles, une typologie très particulière. On les reconnaît rapidement. Elles ont une élévation à travées, généralement 3 travées. Elles sont ordonnancées, avec un toit à long pan et croupe ou un toit à pavillon, et le décor est plus ou moins travaillé. Ces maisons ont été construites entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Ici, nous avons souhaité vous présenter la propriété de Vincent George, datée de 1904. En effet, il ne s'agit ni d'une maison de villégiature ni d'une maison d'Américain. C'était à la base un ancien entrepôt et la famille a prospéré grâce au commerce du vin. Ainsi, la maison s'est développée tout au long du XIXe siècle pour devenir en 1904 un véritable palais avec un décor extrêmement travaillé, des chapiteaux ioniques, ce qui est très rare sur la commune, et une corniche à denticules extrêmement travaillée. Au début du XXe siècle, nous assistons à l'éclosion d'une véritable architecture balnéaire. Nous avons ici l'exemple de la Villa Bellevue, de style art déco, ou l'exemple de la Villa Myriam, de style oriental, avec ses ouvertures en arc outrepassé. Donc, de par l'importance de ces maisons de villégiature tout sur le littoral du canton, nous avons souhaité faire un zoom sur les caractéristiques architecturales de ces maisons de villégiature. Nous vous présentons ici l'exemple de la maison Anziani, datée de 1904, qui est située sur le hameau de Pietranera. L'élévation antérieure est ici donc à 3 travées ordonnancées, avec un toit à long pan et croupe recouvert de schiste. Le logis est distribué sur le rez-de-chaussée, accessible de plein pied, et par la façade latérale sur un escalier de quelques volets. La porte d'entrée est assez monumentale, avec une porte à double vantaux, chambranle en pierre de taille, et surmontée d'une clé avec les initiales du commanditaire, ici AF, donc François Anziani, et une date, 1904, qui est la date de la construction de la maison. Le premier étage est animé par un balcon avec garde-corps en ferronnerie, qui est soutenu par d'imposantes consoles moulurées.
Et toute la modénature, donc tout le décor de la façade, s'anime grâce donc, aux encadrements des fenêtres, à la corniche, qui est extrêmement travaillée, aux pilastres, aux bandeaux d'étage et au faussinage d'angle. Enfin, pour finir, nous allons vous présenter notre travail, c'est bon, donc la méthode du travail d'inventaire. Nous avons choisi ici d'illustrer ces propos par un exemple, le moulin Vial, qui est présent à proximité de la marine de Grigeogne. Et ce moulin était en fait au départ un moulin à farine qui a été transformé au cours du 19e siècle en moulin à huile. Et son activité est attestée entre le 18e et le 20e siècle. Donc, pour le travail d'inventaire, nous commençons notre recherche par une recherche documentaire. Donc, dans un premier temps, une recherche cartographique. Donc, ici, par exemple, le moulin est attesté sur le plan terrier, datant de la fin du XVIIIe siècle, sur le cadastre napoléonien de 1861, sur le cadastre actuel de 2010, et pour certains édifices qui sont extrêmement isolés, comme c'est le cas pour ce moulin, nous nous servons également de la carte IGN. Dans un deuxième temps, nous complétons nos recherches en archives, donc aux archives départementales de Corse du Sud, de Haute-Corse, aux archives municipales. Et de temps en temps, nous avons accès à quelques archives privées. Pour ce moulin, nous avons eu la chance de bénéficier du dépouillement réalisé par le Centre de documentation du service de l'inventaire, car nous avons eu accès à la série 6M qui nous a permis de dresser un historique complet du moulin. Nous complétons tout ce travail par une recherche bibliographique classique. Ensuite, une fois sur le terrain, donc nous étudions évidemment le bâtiment, nous effectuons certaines comparaisons, faisons de certains comparatifs avec les différents cadastres afin de comprendre l'évolution du bâti. Nous poursuivons par une enquête orale à la rencontre de la population. Nous prenons donc des notes suivant le système descriptif de l'inventaire et donc pour présenter tout ceci, nous commençons à prendre différentes photos un peu trop souvent. Ensuite, nous passons à la rédaction des bordereaux d'inventaire. Nous vérifions évidemment toutes nos données historiques et le vocabulaire architectural grâce au livre Pérouse de Monclos, donc sur le vocabulaire de l'architecture. Nous retranscrivons donc tous les éléments donc suivant le protocole de l'inventaire et ensuite nous créons un véritable corpus pour chacun, un corpus photographique pour chacun des édifices. Ainsi, donc, l'intérêt de ce travail d'inventaire permet de figer à un moment donné le patrimoine d'une commune. Nous n'avons pas pu tout vous présenter ici, mais nous avons travaillé donc, sur le patrimoine religieux, le patrimoine, tellement de choses, agricole, industriel, sur les maisons, et aussi sur le petit patrimoine, donc tout ce qui concerne les fontaines, les lavoirs, les fours à pain. Ainsi, ce travail d'inventaire a permis donc de répertorier sur cette commune 143 édifices. Merci. Pour le canton de Cassiva-Omorosa, il y a donc... on accueille Vanina Marchini, on excuse Vincent Troiani, retenu par des obligations familiales. Et on remercie aussi Antonia Colonna, que j'ai aperçue tout à l'heure, dans le public, tuteur donc, de ce binôme. Je t'en prie. Donc, bonjour, je vais vous présenter la commune de Cassifao qui se situe sur le canton de Cassifao-Morozal. Donc, je vais d'abord situer un peu le canton. C'est un découpage géographique qui a évolué dans l'histoire puisqu'il fédère à la base les pièves de Cache et du Rostine, qui par la suite sont devenus deux cantons distincts, le canton de Cassifao d'un côté, celui de Morozal de l'autre. Et on parle de canton de Cassifao-Morozal depuis 1973. Ce canton possède une superficie de plus de 317 km² et il est occupé par 2900 habitants. Il se situe au nord-ouest de la dépression centrale et occupe le cours moyen du Golo. Il regroupe 10 communes qui sont donc Asco, Bisinchi, Castello di Rostino, Cassifao, Castineda, Gavignano, Moltifao, Morozal, Salgedo et Valle di Rostino. Donc on va parler plus précisément de la commune de Cassifao. Elle aussi est un village qui se situe au nord-ouest de la dépression centrale.
évoluant entre 500 et 600 mètres d'altitude sur le dernier palier de la Chimamoigu, sur une superficie de plus de 4000 hectares. Et donc, historiquement, c'est l'ancien chef-lieu de la piève de Catch, qui fédérait au Moyen-Âge un certain nombre de villes que vous voyez sur le document du bas. En fait, c'est les villes telles qu'elles apparaissent chez Agostino Giustiniani, ramenées sur une carte IGN actuelle. Donc, ce qu'on voit, c'est que les villes, elles sont devenues aujourd'hui des hameaux. Toutes sont toujours présentes, hormis les villages abandonnés de Sebula et Keda, au-dessus de la commune de Moltipao. Donc, d'un point de vue démographique, le village n'a jamais dépassé les 700 habitants. Et aujourd'hui, depuis le XXe siècle, la démographie connaît une chute impressionnante, puisque nous sommes à 156 habitants aujourd'hui. Traditionnellement, son économie paysanne à dominante céréalière. Donc, il reposait donc sur une économie paysanne à dominante céréalière. Et aujourd'hui, c'est l'élevage bovin extensif qui domine. Donc, le village se compose de Cassifao, les Piazze, à Pedrera, à Paianosa et Biane. Donc là, j'ai voulu vous montrer deux documents qui nous sont très utiles dans l'inventaire, puisqu'il s'agit d'un extrait du plan terrier qui nous donne une photographie du village tel qu'il était au XVIIIe siècle, et un extrait du cadastre napoléonien qui nous donne une photographie un siècle plus tard. Donc c'est assez utile pour pouvoir essayer de dater les bâtiments. Donc on se sert beaucoup de ces documents-là. Donc sur 202 bâtis INSEE, nous avons repéré 15 maisons, étudié 15 maisons et repéré 18. C'est-à-dire que lorsqu'on étudie les maisons, on fait un travail peut-être beaucoup plus précis. Et le critère, c'est l'intérêt architectural et historique de la maison. Vous avez ici trois vues. Une vue générale du village, du hameau des Piazze à gauche et de la Paianosa à droite. Donc, lorsqu'on fait l'inventaire, on suit un protocole d'inventaire assez précis qui commence par le patrimoine civil. Donc, j'ai choisi de vous présenter un élément de contexte. C'est la place commune parce que autour de la place commune se côtoient plusieurs instances. L'instance religieuse, puisque l'église se trouve ici, l'instance communautaire à travers la présence de la confrérie et la société englobante avec la présence de la mairie. Donc, ensuite, on passe au patrimoine religieux. Donc, le village a beaucoup d'éléments de patrimoine religieux. Je n'ai pas pu tout mettre. Tout d'abord, le couvent Saint-François de Catch, qui est un couvent franciscain qui date de 1510, qui a été classé monument historique dans les années 70. Vous voyez ici différents éléments de ce bâtiment, l'élévation antérieure qui est animée par un fronton triangulaire, différentes niches de dévotion et pilastres. La photo du haut au centre, c'est une vue de l'élévation latérale. Une vue de l'intérieur complètement à droite avec le vaisseau central et les différentes chapelles latérales. Et puis en bas au centre, un détail des dépendances du couvent avec le cloître. On poursuit le patrimoine religieux avec deux autres éléments. L'église paroissiale Saint-Nicolas, qui est l'ancienne église piévane, une église de facture baroque qui, en l'état, date du XVIIIe siècle, mais dont on suppose les origines probablement plus anciennes. Vous voyez une photo de l'élévation antérieure animée par une niche de dévotion et par un cadran solaire. Les deux photos du bas sont des vues de l'intérieur avec le vaisseau central, les hôtels secondaires, le maître-autel et la chaire à prêcher. Et puis cette photo sont les orgues qui proviennent du couvent Saint-François et qui ont été classés monuments historiques dans les années 90. Le second élément, c'est la chapelle de confrérie Saint-Antoine-Abbé, agrégée en 1703. Deux photos, la façade principale en haut et l'intérieur. Avec, vous voyez ici, c'est la statue de Saint-Nicolas qui provient de l'église Saint-François, de l'église Saint-Nicolas, pardon. Ensuite, on passe au patrimoine civil. Tout d'abord, les maisons fortes. Donc, j'ai choisi de vous parler du quartier de la Paianosa parce que c'est un quartier qui me semblait intéressant parce qu'il se lie comme une unité entre la maison Legs qui se situe en bas et la tour de la Paianosa qui appartient à la même famille et qui est au-dessus. Cette tour a été construite en cas d'éventuelles attaques et la famille Legs vivait en dessous.
Donc elle a un intérêt architectural parce que c'est une tour de plan carré construite sur un éperon rocheux. Vous voyez qu'au-dessus des fenêtres, les fenêtres sont surmontées de linteaux en bâtière. Vous avez sur la photo de droite, en bas, deux éléments de la tour, le chaînage d'angle en pierre de taille et différentes vues des fenêtres meurtrières qui sont en bas. Et le quartier avait également son propre four à pain, comme vous pouvez le voir sur la photo de gauche. On continue les caractéristiques architecturales avec les maisons de notables. Elles ont des similitudes entre elles. Ce sont des grandes superficies, des élévations à travées. En voici quelques exemples. Il y en avait beaucoup d'autres. Sur la gauche, les maisons Grimaldi d'Ezra et à droite, la maison Savelli et Vincentelli. Au centre, la maison Lega des quartiers des Piazze. Donc maintenant, pour terminer, je vais vous parler un peu des méthodes de travail de l'inventaire. 3 étapes. La première étape qui a débuté l'année dernière, au mois de janvier, qui était celle de la création d'un corpus documentaire à travers un travail de dépouillement d'archives et l'élaboration d'une bibliographie. Donc ici, quelques exemples d'ouvrages de référence qui nous servent précisément pour le canton, puis par commune. La liste est loin d'être exhaustive ici. La seconde étape, c'est l'enquête de terrain. À travers une rencontre, une enquête orale, on fait beaucoup de photographies sur place, on se sert des cartes IGN, des cadastres actuels. Les photos anciennes sont aussi utiles parce qu'elles nous permettent d'avoir une vision du territoire à un moment donné. Ici, vous avez une photo de la commune de Cassifao dans les années 50. On peut voir comme ça les différentes évolutions. La troisième étape, c'est celle de la rédaction des fiches d'inventaire qui est celle de description synthétique de bâtis inventoriés. Pour cela, on suit un thésaurus très précis et on se sert beaucoup du vocabulaire de l'architecture. Donc, ce que je vous ai montré de la commune de Cassifao, il manquait énormément de choses. Le patrimoine est beaucoup plus vaste. Notamment, vous avez énormément d'édifices agricoles, Adj et Payadj, qui n'ont pas pu apparaître parce que le temps ne nous le permettait pas, mais c'est vrai qu'ils témoignent d'une économie aujourd'hui disparue. Voilà, merci. On va donc accueillir Marie-Dominique Roy et François-Albert Bernard. Le tuteur pédagogique Aurélien Léon, retenu par des activités professionnelles, est désolé. Il m'a dit de vous le dire, de ne pas être présent avec nous. Donc, Marie-Dominique et François-Albert, on vous écoute. Donc, nous allons vous présenter notre aire d'étude qui est le canton de Buștani. Donc, le canton de Buștani qui est donc en centre-Corse, notre aire d'étude se compose seulement d'une partie du canton de Buștani, à savoir De Pieve, Rogna et Bosio. Donc, notre aire d'étude, comme vous le voyez à l'écran, c'est 17 communes, de Tralonca à Liuncadio, en passant par Saint-André et Osio, Herbajolo et Saint-André, que nous allons vous présenter plus tard. Donc, historiquement, en 1790, c'était donc les Pièves de Bosio et de Rogne. En 1793, les Pièves ont donné un nom de canton, donc le Mercurio Tavignano. C'est devenu le canton de Mercurio Tavignano. Et en 1828, c'est devenu le canton de Sermano et de Pedigorti, pour ensuite s'allier et devenir le canton de Buștani en 1973. Démographiquement, donc, la population a toujours augmenté jusqu'à la fin du 19e siècle, pour décroître avant la guerre de 1940 jusqu'aux années 90. Donc aujourd'hui, le canton compte environ 1 millier d'habitants, donc très peu par rapport au départ. Alors après vous avoir présenté le canton lui-même, on va vous faire une présentation de la commune Sant'Andrea e Osio, donc une des plus grandes communes que nous ayons à étudier cette année. On compte donc 4 hameaux que sont Pedilagorte, Poggio, Rebbia et Erbidro. Et cette commune s'étend sur une superficie de 2400 hectares. En termes historiques, donc, la commune actuelle donc, de Sant'Andrea e Osio a été créée en 1857. Avant, il existait 3 autres communes, d'autres communes qui étaient donc Pedigorte di Mercurio, Rebbia et Erbidro. Donc en 1857, ces 3 communes ont été réunies en une seule.
démographiquement maintenant, depuis sa création, la démographie n'a fait que décroître pour arriver aujourd'hui à une population de 50 habitants. En termes de répartition des terres maintenant, donc à la fin du 19e siècle, la commune comptait 84% de terres, 11,44% de châtaigniers, c'est pourquoi on retrouve de nombreux moulins à farine sur la commune. 2,47% des terres étaient incultes. Et après, on retrouve donc moins de 1% de vignes et d'oliviers. Cependant, on retrouve quand même des pressoirs à huile, malheureusement pour la plupart détruits. Et on retrouve aussi sur la commune beaucoup d'érablés. Donc maintenant, on va vous faire une présentation du dossier collectif maison de la commune. Alors en termes d'historique, la majeure partie des maisons repérées date de la limite entre le XVIIIe siècle et le XIXe siècle. Les maisons de la commune donc, ont été construites entre le XVIe siècle et le XXe siècle. En ce qui concerne les maisons étudiées, la majeure partie d'entre elles datent du XVIIe siècle et elles aussi ont été construites entre le XVIe et le XXe siècle. Les murs de ces maisons sont appareillés en schiste et en moellon et la plupart sont aujourd'hui enduites à la chaux suite au remaniement. Toutes les maisons ont un toit à long pan. Elles sont couvertes par des tuiles mécaniques, à plates ou creuses, ou par du schiste. En termes de description, donc, la majeure partie des maisons repérées sont organisées sur 4 niveaux, à savoir un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé, un étage carré et des combles à surcroît. Et il en est de même pour les maisons étudiées qui, elles, à 33%, sont organisées sur 4 niveaux. En termes de typologie, donc, sur cette commune, on retrouve des maisons mitoyennes, bien entendu, des maisons de type 2, c'est-à-dire des maisons de notables. Maisons de type 3, c'est des maisons à 1 étage carré. Maisons de type 4, maisons à 2 étages carrés ou plus. Et maisons de type 5, donc des maisons en rez-de-chaussée. Enfin, donc, en termes de collectif, l'INSEE avait inventorié 119 éléments bâtis sur la commune. Nous en avons repéré 16 et étudié 30. Donc ensuite, nous allons vous parler de caractéristiques architecturales de la commune. Donc on retrouve des maisons très simples qui se divisent sur 4 niveaux. Donc en général, un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé, un étage carré et des combles à surcroît. On retrouve aussi souvent dans les combles à surcroît, par exemple, un séchoir à châtaigne et en soubassement un élément important comme peut être un moulin à huile, ou des vestiges de moulin à huile ou des anciennes menuiseries et tout ça. Donc, ensuite, quelques détails. Donc, on peut voir les 2 portes sur le côté. Donc, une porte très bien appareillée à gauche, qu'on peut dater du XVIe siècle, avec un linteau monolithe qui est quand même surplombé d'un arc de décharge. Donc ça, c'est une particularité de la commune. On l'a trouvé essentiellement dans cette commune, ce type de linteau. Et ensuite, un tour de porte travaillé qui dénote, puisque c'est une maison d'une famille un peu plus riche. Donc on a un tour de porte un peu plus travaillé pour montrer la notabilité de la famille. Pour les fenêtres, c'est la même chose. On remarque que les arcs de décharge surmontent toujours un linteau, soit en pierre, soit en châtaignier, donc soit en bois. Donc ensuite, quelques détails permettent de différencier les maisons repérées à celles d'étudier. Par exemple, les pierres d'écoulement d'évier que vous voyez à gauche, ou des niches à pot. Par exemple, vous voyez sur une même maison 3 types de niches différentes. Donc une niche simple rectangulaire, une niche un peu arrondie, donc, et une niche plus travaillée. Donc on peut penser que là, c'est une pierre de réemploi qui a été prise sur une maison plus ancienne que celle-là. Des détails de la vie de tous les jours nous paraissent aussi importants, comme les pierres d'attache et les niches mangeoires. Ça nous permet de différencier aussi certaines maisons. Voilà. Donc une maison significative au hameau de Rébia. Donc c'est une maison donc avec un rez-de-chaussée, un rez-de-chaussée surélevé, donc un étage de soubassement et un étage carré. Ensuite des combles en surcroît. Donc cette maison a un logis qui se répartit sur le rez-de-chaussée surélevé et l'étage carré. On retrouve un séchoir à châtaigne dans les combles. Et on a donc plusieurs détails comme les niches à pot
autour de la fenêtre, 2 niches à peau différentes, une simple et une pareille avec une pierre de réemploi puisqu'on voit qu'elle est un peu plus travaillée. On retrouve aussi un linteau monolithe en pierre, donc en schiste, en étage sous-bassement. Une inscription sur la façade, donc 1660, Anton et Marie, donc, qui est le constructeur de la maison, et une pierre d'attache qui permettait donc d'attacher les animaux et qui servait à la vie de tous les jours. Alors maintenant, en conclusion, on va vous présenter la méthode de travail que l'on a utilisée au cours de notre inventaire. Alors, la première étape de ce travail a consisté donc à réaliser des recherches. Dans un premier temps, l'élaboration d'une bibliographie, notamment grâce aux ouvrages trouvés au sein de la bibliothèque universitaire. Ensuite, une étude des archives. Alors, ça peut être des archives départementales que nous avons trouvées au sein du Conseil général de la Haute-Corse, mais aussi les archives disponibles au sein du service patrimoine de la CTC. Et enfin, on a pu aussi utiliser les cartes postales qu'on a pu trouver soit dans les communes, chez les personnes, soit sur Internet. L'autre étape de recherche, c'est la recherche réalisée sur les cadastres, donc l'étude du plan terrier dressé au XVIIIe siècle, l'étude du cadastre napoléonien dressé au XIXe siècle, et enfin l'étude du cadastre actuel. La dernière étape de ces recherches a consisté à élaborer un carnet d'adresses avant d'attaquer vraiment le travail en lui-même, où nous répertorions donc tous les contacts que l'on pourrait avoir dans les différentes communes que nous aurions à traiter. La deuxième étape, c'est donc le travail en lui-même qui consiste à inventorier le patrimoine bâti, donc le travail sur le terrain, qui a consisté donc à prendre contact avec le maire et bien entendu le rencontrer avant de commencer une commune, dans la majeure partie des cas. Ensuite, la rencontre avec les personnes ressources, là c'est directement sur le terrain, au fil de l'inventaire. Et par la suite, donc, photographier les éléments bâtis inventoriés et remplir les fiches d'inventaire sur place. Enfin, la dernière étape a consisté à saisir informatiquement les fiches, à trier et renommer les photographies et enfin restituer le tout à l'université. Voilà. Donc les 3 étapes sont résumées ici. Merci de votre attention. Saluto a tutti. Allora, noi con Nadale travailliamo a un riunione di 2 giorni. Infatti, è un riunione che esiste da poi nel 1973. Prima c'erano 2 riunioni, quello di Azoccia, vuol dire l'antica pieve di Soru in su, cui paese di Azoccia, di Guagno, d'Orto, di Opidiolo, e di no, di un riunione di Vigo, con l'antica pieve di Sorundio, cui paese dall'altra parte di Aoca, di Soru, di Murzu, di Vigo, d'Arbori, di Ledia, di Reno, di Godia e di Bologna. Allora, vedremo che qui un riunione parte da mare a montagna o da montagna a mare, per comprema, e al centro Corsica e limita con a comune di Gorti, vale di o Gismonte, e falla, scusate, fino al mare a località di Saone, da parte occidentale di l'isola. Dunque, 11 comune, l'INSEE è l'origine che ci sono 2.686 abitanti per il 2009, per 3.566 all'occhio, dunque vale di una poca gente, infatti. Dunque, noi abbiamo scelto di lavorare nella comune di Guagno. Guagno tocca ai comuni di Gorti, di Upidiolo, d'Orto, d'Azzana, di Rezza e di Pastricciola. Si situa tra 750 e 850 metri d'altitudine e a comune avvicina i 43 km quadrati, dunque è una comune abbastanza maggiore. Guagno è situato in dell'archivio a partire dal XVI secolo. Abbiamo imparato che in 1537 c'erano già 31 voci. La popolazione più importante era in 1877, che era di 1079 abitanti.
Dunque, era una comuna in cui l'attività agropastorale era assai ricca. Questa, si era, con tutti gli edifici agricoli troppo in montagna, ma di no, a livello di studio dell'archivio, che abbiamo potuto vedere che ci sono stati fino a 8 mulini a tempo. Parodie, possiamo dire che la comuna conta una centina di abitanti, ferma a Bosta, un caffè e un spuntino all'anno e di no un servizio di trasporti scolare. Per ciò che tocca di un studio di maniera precisa, mintuemo un numero di lodi all'INSEE, vale a dire qui ce ne sono 222, abbiamo fatto un studio, abbiamo figliolato tutto il paese e all'infine abbiamo studiato 16 case e ne abbiamo mintuate 26. Abbiamo lavorato a una tipologia precisa che è stata data prima di un servizio dell'inventario di un patrimonio di collettività territoriale, vale a dire tipo case di tipo 1 sono case dette di gioco, tipo secondo sono case dette forte, tipo terzo ciò che l'hanno detto i nostri colleghi prima, tipo terzo case a un piano, o quarto 2 piani e di più, o 5 case che non hanno un piano di terra e o sesto case accumulate. Qui, quando noi abbiamo studio di guadagno, la maggior parte delle case sono di tipo 6, vale a dire case accumulate. La maggior parte di noi di case che abbiamo studiato e visto datano di XVIII secolo, per datazione più sicura, non abbiamo mica trovato case di innanzi. I detti sono fatti tutti di coppi, per più vecchie case ci sono pedre a Nantu, di una caratteristica che si ritrova spesso, e tutti i muri sono fatti di granito, che gli sia una costruzione con pedre quadrate o con squadroni. Dunque, abbiamo parlato dell'attività agropastorale e qui siamo in montagna, a un luogo detto Ultodio. Dunque, possiamo vedere case in ruina, ma si vede che erano case che erano fatte in squadroni di granito e c'è sempre, insomma, qui a dritta e quadriere all'angolo e c'erano archiere da bue di vendesi di no. E sul luogo era organizzato da poi campare in autonomia, che all'ingiro c'è qui a manca un gagile che permetteva di tenere un gaggia fresco, i terreni all'ingiro erano coltivati, c'è una fontana, dunque poi hanno campato anche in montagna in autonomia. Ecco, e per ora è passato a un altro insieme. Allora, un altro insieme qui, prima l'insieme pastorale, cioè sapere che in guadagno non ci sono mica poggi che sono scartati da un paese, come per un detto un cismonte. È un paese sano, ma ci sono quantunque case che sono appena scantate. Qui c'è un luogo detto di Lonca, vale a dire un fiume che corre accanto a queste case. Ci sono 4-5 case che sono messe così, in una specie di pianura, vale a dire che c'erano terreni coltivati, c'erano i giosi, c'è un fiume e c'erano di nuovo arbori che sono stati messi. Allora, abbiamo scelto di presentarvi una casa e abbiamo fatto 2 schede a questo insieme preciso. Dunque, la prima casa si vede così a mano manca, a pendita di un terreno che presenta un piano di basamento, un piano di terra rialzato, o detto si è sprofondato, posto che non è più utilizzata la casa, si vede di nuovo un ritratto di un mezzo che ci sono e quadriere e per l'altra parte c'è una volta di un forno, quella che sta in buon stato quantunque. Infatti c'è un insieme di una seconda casa, è là che si è travagliata e c'era una casa, una sicareccia e un forno accanto, vale a dire che potevano stare come più là in montagna in Lubultoggio, a questo luogo detto di Lonca, in autonomia di noi. Dunque, ora andiamo un paese, qui siamo in un garudio di Licciola Zubrana, abbiamo scelto di presentare questa casa che presentava parecchie caratteristiche di un paese e al di là di un rudione. Dunque, è una casa fatta di squadroni di granito, ci sono i soprabordi in mezzo
mezzodondo in rettangolo e ce ne due sculpiti che ci hanno permesso di fare datazione di questa casa. Ce n'è uno con una datazione di 1791 e un altro di 1850. Ecco. Dunque, questa casa qui presenta un piano di basamento, un piano di terra rialzato colpa bendita di udareno, due piani e un soladiolo. L'alloggio si trova a un piano di terra rialzato e dunque è di tipo 6, era un nostro tipo di gas compulate. Dunque, ora vogliamo mostrare l'Italia appena questa casa. Dunque, prima c'è sopraposte in forma di gabbo umano che aiuta a sostenere il sistema di tagliola. Dopo, il secondo di taglio che si ritrova in tutto il paese, in tutto il Rudione, sono console metalliche. Qui possiamo vedere che sono in forma di zarpa, cabo di zarpa. In terzo c'è un nostro sopraborte. Dunque questo data di 1850, sarebbe per noi quando hanno fatto l'elevazione di casa e quello isotto, dunque qui c'è una firma, Casanova AS e a data di 1791. Ecco. Dunque dopo abbiamo scelto di presentarvi un'altra casa, allora questa è fatta di squadroni in granito, presenta un piano di terra, un piano e un soladiolo. Possiamo vedere che è stata rialzata a livello di un soladiolo. E dunque ci sono e quadriere da parte in su si può vedere e le scelta questa qui perché è la datazione più anziana che abbiamo trovato in paese di 1729 come descritto nella usobra borta e è di tipologia 3 vale di casa a un piano. Ecco. Allora, dopo fare il nostro lavoro, possiamo dire che abbiamo fatto questo lavoro in 3 tappe maggiori. C'è la prima parte di raccolta di tutti i dati dell'archivio. Il lavoro in archivio ci permette di vedere ciò che si può aspettare di questo terreno. Dunque abbiamo fatto prima l'archivio, tutta la bibliografia. In secondo abbiamo visto tre piani che esistono, il piano d'Arano, il cadastro napoleoniano e il cadastro attuale. E dopo abbiamo fatto la raccolta di queste dati, l'abbiamo messa in informatica, abbiamo dato altri nomi ai ritratti, eccetera. Allora, per il lavoro annanto al cadastro, abbiamo principiato infatti alla ringuercio. Abbiamo cominciato per il terzo, il cadastro attuale. Si trova su internet, l'abbiamo stampato e abbiamo fatto un piano di un paese. Ci faceva un piano tamanto, quasi 1 metro, e abbastanza lungo. Dopo abbiamo messo a palese con il cadastro napoleoniano gli edifici che erano già presenti a questo e poi dopo abbiamo cercato di avere a corrispondenza con il piano d'Arano. Allora è stato appena di più difficile con il piano d'Arano, posto che ci sono di meno gas e non si vede mica troppo. Ma qui per guadagno per un detto ciò che ci ha aiutato di più, vedete il piano d'Arano a un mezzo c'è una specie di croce in rosso, vale a dire che è di Aieja. Allora ci siamo giurati di questo punto qui di Aieja da poi ritrovarsi a sta carta. Non è stato tanto facile con questo piano, ma dopo siamo andati con il nostro piano tutto un colorito, allora che è di d'Arano, che è di un napoleoniano, a Nanta terreno, con le nostre schede da empie e i nostri ritratti che sono stati fatti sopra l'uovo. Allora non si può mica dire, abbiamo previsto di fare tante cose a giorno, posto che un giorno principiamo e dopo c'è qualche sia che ci domanda ciò che noi abbiamo e abbiamo parlato con la gente, dunque non c'era mica un affare bello preciso. La gente si va con un appuntamento, ma la maggior parte del tempo è la gente che ci fiducia e che ci parla di ciò che la vuole.
Giusto appunto per parlare di gente, possiamo dire che il lavoro di Dareno, al lato di informatore, è stato veramente importante per noi, perché a un certo momento ci hanno aiutato parlando di uso paese, di suoi usi, di sua storia, e ci hanno aiutato di noi sopralluogo, perché ci hanno portato sopralluogo. E che per noi tutto su patrimonio immateriale, tutto ciò che si vede, che si tocca, ma che ci racconta la gente era importante e non si può staccare un studio di un luogo che la sia del comune di Guagno o dell'altro comune. E hai qualcosa? Oui. Dunque, bon, e per ringraziarli abbiamo mandato di noi una carta che per noi era importante di tenere relazioni, buone relazioni con la popolazione e ringraziamo di noi a tutta la gente che abbiamo scontro durante il nostro lavoro. Ecco, vi ringraziamo. Grazie a voi. Bonjour à tous. Donc, nous allons vous présenter notre travail d'inventaire préliminaire du patrimoine bâti sur le canton de Bastilles. Donc sur la carte que vous voyez là, vous pouvez voir l'ensemble des cantons qui ont été inventoriés cette année par le DU Patrimoine. Et entouré en rouge, notre aire d'étude qui est le canton de Bastilles. Donc c'est un canton qui s'étend sur une superficie de 222 km² et qui se décompose en 5 communes. Donc Bastilles, qui est le chef-lieu du canton, Oc, Anaïchiga Soaril, Tola et Coro. Donc du point de vue de la démographie, on peut voir qu'il y a une stagnation de la population de la fin du XVIe siècle jusqu'au début du XIXe, suivie d'une période d'évolution positive, d'une croissance forte de la démographie au cours du XIXe siècle jusqu'à la fin des années 30. Donc on peut dire que le marqueur, c'est la Seconde Guerre mondiale, qui marque un déclin de la population jusqu'à la fin du XXe siècle. À noter une légère augmentation de la population de nos jours. Donc un petit historique du canton. Les premières traces d'occupation humaine se situent dans le bas de la vallée, sur la commune de Coro, et dateraient du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Donc par la suite, au Moyen-Âge, les traces d'occupation humaine se traduisent au travers de la construction de châteaux ainsi que de chapelles sur toute la vallée. Par la suite, au XVe siècle, on assiste à une transition des pièves médiévales vers les paroisses des temps modernes. Donc il faut savoir aussi que le canton de Coro le canton de Bastilles a connu différentes appellations. Tout d'abord appelé piève de Coro. Il prendra par la suite en 1793 le nom de canton de Saint-Pierre, nom qui fut donné par Pascal Paoli afin de rendre hommage à Sampiero Corso. Et il prendra l'appellation actuelle en 1828 de canton de Bastilles. A noter également en 1865 la création de la commune de Bastilicaccia, qui sera rattaché au canton d'Ajaccio. Donc voilà, sur le tableau que vous pouvez voir, vous pouvez voir le nombre d'édifices que nous avons inventoriés sur les différentes communes du canton en fonction du bâti INSEE. Donc nous allons nous concentrer sur le village de Bastilica, à savoir qu'il s'élève à 800 mètres d'altitude et que c'est le chef-lieu du canton que Anton vient de vous présenter. Donc nous avons 6 quartiers et 3 hameaux, donc, qui sont Vignole, Radica et Zipitoli. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, le village de Bastilica se trouvait autour de la chapelle Sant'Agustine et qu'au XVe siècle, il va prendre la forme de palais bastiliquais tel que nous le connaissons aujourd'hui, autour de la chapelle Saint-Michel, devenue paroissiale. Donc là, nous allons vous présenter le collectif maison. Donc en tout premier, ce camembert, où l'on voit vraiment la période du XIXe siècle, cette période de grande prospérité pour Bastilica. Donc à savoir que les maisons que nous avons inventoriées sont toutes réalisées en granit et enduits plus tard au XIXe siècle. Les toits sont généralement à longs pans, elles sont recouvertes de tuiles. Donc,
Donc maintenant, nous allons nous intéresser aux caractéristiques architecturales du village de Bastilgue. Donc nous allons prendre deux exemples. Le premier, c'est une maison du XVIe siècle qui est située au quartier Dominicaci. Donc c'est une maison qui est mitoyenne, qui se développe sur 2 niveaux. Donc il y a un étage de soubassement à vocation agricole et un rez-de-chaussée surélevé où se trouve le logis. Donc on peut remarquer que les ouvertures sont petites et que surtout la fenêtre du rez-de-chaussée surélevé qui est composée d'un linteau en granit en arc en plein cintre. Donc voilà, maintenant une maison du 19e siècle, de la fin du 19e. Donc c'est une période de prospérité pour la commune de Bastilgue. Et on se ressent la superficie de la maison qui est bien plus importante qu'une maison du XVIe siècle. Donc l'édifice se développe sur 4 travées, ainsi que sur 4 niveaux. Un étage de soubassement toujours à vocation agricole. Le logis qui est situé au rez-de-chaussée surélevé et sur l'étage carré. Et un comble à surcroît qui abrite une vocation agricole ici aussi. Donc maintenant, on s'intéresse à l'encadrement de portes. Donc c'est une porte en bois à 2 vantaux avec une imposte semi-circulaire. Un encadrement mouluré en granit surmonté d'une plaque de marbre où figure le nom du propriétaire ainsi que la date de construction, 1895. Donc cette caractéristique d'encadrement de porte se retrouve beaucoup dans les maisons de cette période, donc du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle. Et c'est un signe de prospérité qui montre la richesse des propriétaires. Donc maintenant, nous intéressons aux édicules, donc les fours à pain. On peut dire qu'il y a une certaine typologie dans les fours à pain sur la commune de Bastilgue. Ils sont pour la plupart réalisés de cette manière, excepté quelques fours privés. Donc un appareillage en moellon de granit, un toit à 2 pans avec un débord de toiture soutenu par 2 piliers en bois. À noter également la présence de 2 façades, de 2 logettes à fond plat, ainsi qu'une brasière qui est généralement constituée d'un remploi d'une pierre de meule. Voilà maintenant un témoignage de l'activité agropastorale sur la commune de Bastilgue, activité très importante. Ce sont les bergeries d'Estive. Ici, les bergeries de Mezzani. Donc, ce sont des petits édifices qui se développent sur un seul niveau, ici en rez-de-chaussée, appareillés généralement en granit et entourés d'enclos servant pour la traite de brebis. Voilà maintenant une autre caractéristique, c'est une récurrence au fil des siècles dans le village de Bastilgue, c'est la présence d'inscriptions lapidaires. Donc ces inscriptions sont présentes généralement sur les linteaux de porte ou les linteaux de fenêtre du village de Bastilgue. Donc on peut voir ici différents exemples, des inscriptions qui vont du XVIe siècle jusqu'au XXe siècle et qui portent généralement la date de construction de l'édifice ainsi que le nom ou les initiales du propriétaire de l'édifice. Voilà, une autre spécificité dans les édifices de Bastilgue, ce sont les remplois de pierre provenant d'édifices agricoles ou bien d'édifices religieux. Donc, pour les édifices agricoles, on peut le voir sur la photo en haut au centre, le remploi d'une meule comme appui de fenêtre, ou sur la photo en bas à droite, une meule qui est réutilisée comme pierre d'évier. Pour les édifices religieux, ce qu'il faut savoir, c'est que Bastilgue était un village qui était entouré de chapelles qui sont aujourd'hui en ruine, et que nombreuses pierres provenant de ces chapelles ont été remployées dans les murs des maisons du village de Bastilgue. Donc, comme élément significatif de la commune de Bastilgue, nous avons choisi de vous présenter cette maison du XVIe siècle, située au lieu di Stazione. Alors tout d'abord, il faut savoir que nous avons vu le linteau de cette maison à proximité. Donc nous pensons qu'elle daterait du XVIe siècle. Et donc ce linteau confirmerait notre hypothèse, car comme vous pouvez le voir, il y a écrit HS 1568. Elle a pour particularité de se développer sur 2 étages, donc un rez-de-chaussée et un étage carré. Comme vous pouvez le voir, la porte du rez-de-chaussée est composée d'un linteau monolithe reposant sur 2 coussinets. La fenêtre a pour particularité d'être géminée. La colonnette a aujourd'hui disparu. Comme les maisons de Basilica, celle-ci est complètement appareillée en granit. Et nous avons choisi de la mettre en avant aujourd'hui car elle est bien sûr menacée. Et nous espérons que le fait de l'avoir inventoriée puisse la sauver
car c'est un témoin de notre histoire et de notre patrimoine. Voilà. Donc, pour conclure, je vais vous expliquer comment nous fonctionnons sur le terrain. Donc, tout d'abord, depuis le mois de janvier, donc, nous avons fait des recherches documentaires et cartographiques. Tout d'abord, en élaborant une bibliographie à partir d'ouvrages consultés à la bibliothèque universitaire, aux archives ou au centre de documentation de la collectivité, mais aussi en nous rendant à la Francesco Orsa, au CRDP et aux archives, bien entendu. Travail que la collectivité nous avait vraiment avancé, car pratiquement toutes les archives de la commune étaient déjà dépouillées. Et enfin, en étudiant les différents cadastres, qui sont le plan terrier, le cadastre napoléonien et le cadastre actuel. Une fois ce travail réalisé, nous nous rendons sur le terrain. Tout d'abord, nous prenons contact avec le maire de la commune. Ensuite, avec les différentes personnes ressources, qui vont être des personnes très importantes tout au long de notre travail, car c'est elles qui vont nous aider. Pourra ensuite débuter la prise de photos et le remplissage des fiches. Et enfin, le but est de trier, de classer toutes les photos que nous avons réalisées sur le terrain, saisir les fiches et pour pouvoir enfin les restituer à l'Université de Corse. Merci.